Salut à tous. Alors il y a quelques jours, j'ai fait un pari pour la présidentielle 2022. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais juste préciser d'avance, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis pas zémouriste, je ne suis pas non plus mariniste. Actuellement, vous le savez, il n'y a aucun candidat catholique, il n'y a même pas de candidat qui défende des principes élémentaires de loi naturelle. Bon, par conséquent, je ne voterai probablement pas, sauf si l'un des deux fait amende honorable dans le bon sens avant l'élection, ce qui m'étonnerait fort. Voilà. Bon. J'en profite aussi pour vous renvoyer à deux très très bonnes vidéos de nos bons amis, deux vidéos excellentes. Donc la première, c'est la dernière émission de Maître Abosi, qu'il a fait en compagnie de monsieur Olivier Rouault et de Raphaël Auclair, par rapport à un livre qu'ils ont publié tout récemment, qui s'appelle, je crois, donc d'ailleurs un livre, je remercie le collectif Saint-Robert Bellarmin qui m'ont envoyé gracieusement ce livre, qui s'appelle « Tu ne voteras point », donc qui est un livre par rapport à la question du vote, de l'abstention, voilà, etc., etc. La deuxième vidéo que j'aimerais vous recommander, c'est celle de notre bon ami également, monsieur Paul-Étienne Pierrecourt, qui a fait une fantastique vidéo, qui vient de publier aujourd'hui même. Une vidéo qui est délicieuse d'humour, mais surtout de vérité, et qui concerne donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, les élections, notamment l'un des candidats, Éric Zemmour. Donc, bon, si vous êtes zémouriste, cette vidéo ne vous plaira sans doute pas trop, celle de monsieur Paul-Étienne Pierrecourt, mais si vous êtes un catholique zémouriste, peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, donc revenons à mon sujet, donc mon pari dont je parlais, c'est le suivant. Je ne crois pas du tout aux sondages qui sont annoncés en baisse, en forte baisse, concernant les intentions de vote pour Éric Zemmour, qu'on crédite là en ce moment de 9-10% d'intentions de vote, alors qu'il y a encore 2 mois, il était quasiment à 20%. J'y crois pas trop. Je pense que Éric Zemmour arrivera au second tour, et je pense que s'il arrive au second tour face à Macron, Zemmour sera élu président de la République. Alors j'ai un pari alternatif qui est tout aussi plausible, c'est que Marine Le Pen, à la place de Zemmour, arrive au second tour et que cette fois-ci, elle l'emportera contre Macron. Alors on va en parler, j'en parlerai plus tard, je vais étayer justement mon argumentaire. Ces deux scénarios pouvaient paraître très audacieux il y a encore quelques semaines, mais moi en ce qui me concerne, j'avais déjà senti en fait chez Marine, et beaucoup plus encore chez Zemmour, j'avais senti, si vous voulez, une dynamique qui à mon avis ne trompe pas, une dynamique qui est portée évidemment par des circonstances particulièrement favorables. Alors, c'est vrai qu'il y a 2-3 semaines, en tout cas au début de la crise ukrainienne, c'est vrai que j'avais eu quelques doutes quand même par rapport à mes sentiments initiaux, par rapport à cette certitude que j'avais par rapport à Zemmour ou à Marine. Voilà, la crise ukrainienne, dans les premiers jours, dans la première semaine, me semblait, si vous voulez, dégager une telle émotion que j'avais le sentiment que Macron pouvait en profiter, qu'il allait vraiment en profiter à fond, que la crise peut-être durerait, vraiment dans le temps, dans un sens, au sens, si vous voulez, de l'intensité, surtout de l'émotion, parce que c'est surtout à ce niveau-là, en fait, que Macron avait regagné un petit peu si vous voulez, de confiance, en tout cas dans les sondages. Il était remonté vers 29-30%. Mais c'était évidemment parce que il s'est tout de suite mis dans une posture, en fait, ça lui a un petit peu servi de campagne aussi, il s'est mis dans une posture, évidemment, d'homme de la situation, de grand médiateur politique, de grand médiateur diplomatique. Donc il essaie d'incarner un petit peu comme ça, le bon candidat, le candidat de la transition, de la continuité, de la stabilité dans des temps de crise, etc., etc. Mais en fait, on voit que, notamment depuis une semaine, en fait, l'émotion est complètement retombée. Même chez les golems les plus excités. Alors pas chez tous, mais quand même l'émotion est pas mal retombée, je trouve, par rapport à l'Ukraine, par rapport à ce qu'il y avait au début. Au début, c'était absolument délirant. Les gens sont passés du covidisme au zelenskisme très rapidement, en l'espace quasiment d'un week-end, si vous vous souvenez. Mais j'en reparlerai plus tard, pour essayer d'expliquer ou de comprendre pourquoi, justement, cette émotion est très vite retombée. Bon, en plus de ça, avant d'étayer plus avant mes arguments, en fait, il y a des nouveaux éléments, si vous voulez, qui me confortent encore plus dans mon pari. Tout d'abord, il y a des récents sondages qui sont sortis cette semaine, qui indiquent une tendance assez intéressante dans l'électorat français. Notamment un sondage d'OpinionWay qui a été commandé en fait par Valeurs Actuelles, qui indique que 48% des électeurs d'Emmanuel Macron se disent favorables à la création d'un ministère de la remigration, qui est donc, comme vous le savez, l'une des propositions choc d'Éric Zemmour. Alors ça peut paraître surprenant, effectivement, 48% des électeurs d'Emmanuel Macron qui se disent favorables avec l'une des propositions, si vous voulez, les plus extrêmes, entre guillemets, d'Éric Zemmour, en tout cas l'une des plus emblématiques. Ça peut surprendre, mais moi, je dois dire que ça ne me surprend pas vraiment.
Je vais expliquer pourquoi. En fait, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est majoritairement, comme vous le savez, c'est un électorat régimiste. Et qu'est-ce que l'électorat régimiste ? En fait, c'est l'électorat qui vote, même inconsciemment, et je dirais même surtout inconsciemment, qui vote systématiquement pour le candidat désigné par le régime. Et quand je parle de régime, ici, je parle de la caste politico-médiatique. Et donc, c'est l'électeur régimiste, en fait, c'est celui qui va voter pour le candidat qui va être désigné comme raisonnable, comme présidentiable, en fait, par cette caste politico-médiatique. Il en a toujours été ainsi dans la Ve République. On l'a vu avec Giscard à l'époque, on l'a vu notamment avec, je dirais, alors Chirac un petit peu aussi, mais surtout avec Sarkozy. Je trouve Sarkozy est vraiment un petit peu le proto-Macron, en tout cas au niveau de... par rapport au Macron de 2017, même s'ils peuvent sembler différents à bien des égards, mais voilà. Sarkozy, à l'époque, en 2007, on sentait que c'était le candidat du régime. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui a fait son succès, c'est pour ça aussi qu'il a réussi à capter une partie de l'électorat du Front National. Bon. Et en fait, donc, en votant pour le candidat du régime, l'électeur régimiste, en fait, il pense voter... Pourquoi ? Il pense voter, en fait, pour l'ordre, il pense voter pour la stabilité, pour la continuité, pour un gouvernement sérieux, pour un président, enfin, un candidat compétent, présidentiable, parce que, évidemment, c'est l'attente, si vous voulez, raisonnable, en tout cas, c'est l'attente, évidemment, de tout citoyen de base, et surtout, c'est l'image que tout candidat, a priori, s'emploie à dégager, évidemment. Le problème, c'est, bon, bien sûr, les candidats du régime ne sont rien de tout cela. Ils ne sont ni des candidats de l'ordre, ni de la stabilité, ni de la continuité, ni de la prospérité. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas compétents. Mais en fait, ça n'a pas d'importance, parce que ces paramètres-là, si vous voulez, la réalité de ces personnages politiques, des Sarkozy, des Hollande, des Macron, surtout des Sarkozy ou des Macron, des personnages un petit peu charismatiques, eh bien, évidemment, leur réalité propre, intérieure, tout ceci n'est pas perçu par l'électeur régimiste, en tout cas de prime abord. C'est-à-dire qu'avant l'élection, on vous présente un Macron, on vous présente un Sarkozy, et l'électeur régimiste, en fait, si vous voulez, lui, il débarque. On lui présente ce produit, il le prend parce qu'on lui propose ce produit, on le lui vend bien, et c'est tout. Il ne va pas s'interroger pour savoir mais d'où vient ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi ses idées, est-ce que ses idées sont vraiment bonnes, est-ce qu'il est sincère, machin truc. Non. Il réagit de façon, si vous voulez, un petit peu impulsive, en fait. Alors cependant, le réel finit évidemment toujours par rattraper cette espèce de virtualité du narratif politicien et médiatique. Et ce réel, en tout cas pour ce qui nous concerne dans notre espace-temps actuel, donc les 10 dernières années, on va dire, ce réel, c'est quoi ? Ce sont, par exemple, les attentats terroristes de ces 10 dernières années, depuis Mohamed Merah jusqu'au Bataclan, tout ça. C'est aussi l'ensauvagement de la société, l'explosion du crime, l'explosion, bien sûr, aussi d'une immigration sauvage qui est liée justement aussi à cette explosion du crime, à cet ensauvagement, immigration sauvage de plus en plus clandestine, de plus en plus nombreuse, de plus en plus problématique, qui d'ailleurs qu'on retrouve maintenant vraiment aux quatre coins du pays. Il y a aussi toutes les questions bien sûr de pouvoir d'achat, de déclassement socio-économique, etc., etc. Donc en fait au bout d'un moment, le golem régimiste, il est forcé de se confronter au réel. C'est pas lui qui va au réel, c'est le réel qui vient à lui. De la même façon d'ailleurs que les politiciens et les médias du régime, qui sont bien obligés non plus de ne pas perdre la face. Eux aussi sont contraints, en fait, de se saisir, ou voire même de créer ces événements, ces phénomènes qui vont inquiéter, évidemment, l'immense majorité des Français. Alors, seulement cette récupération politicienne ou médiatique, elle a ses limites. La première de ces limites, c'est évidemment la cohérence. Quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, il avait fait campagne en bonne partie, vous vous souvenez, sur le thème de la sécurité, de la performance économique, de l'identité, etc., etc. Évidemment, l'électeur régimiste naïf, plutôt de droite à l'époque, avait suivi avec enthousiasme. Alors que le gouvernement de Sarkozy, qu'est-ce qu'on a vu finalement dans les faits ? Sarkozy n'a rien traité du problème de la sécurité, bien au contraire. Il n'a rien traité de la question de l'immigration, bien au contraire, qui a continué à exploser. Sous Sarkozy, rappelez-vous que l'immigration sur Sarkozy a explosé et a augmenté par rapport au gouvernement Jospin. Jospin était un socialiste, donc je vous le rappelle. Voilà, le candidat de la droite dure, Sarkozy, a fait augmenter l'immigration. Il a fait augmenter la dette. Sans parler de l'identité. L'identité, sous Sarkozy, c'est resté un slogan creux pour justement obtenir les voix des gogos.
Mais si vous vous souvenez, il faut voir aussi comment ça s'est terminé. Le mandat Sarkozy, c'était... la fin, c'était les 2010-2011. Là, on voyait vraiment la réalité. Donc, il y avait déjà toutes les affaires qui sortaient. Il y a eu l'invasion de la Libye qui a vraiment contribué à faire exploser pas n'importe quelle immigration. Là, on est passé dans un autre paradigme à partir de ce moment-là. C'était plus l'immigration de base venue des anciennes colonies, etc., comme on le voyait avant. À partir de 2011, à cause de Sarkozy et de l'invasion en Libye, eh bien, on a eu cette immigration clandestine, très criminogène, extrêmement problématique, qui bien souvent n'a aucun rapport historique avec la France, et qui, aujourd'hui, continue d'affluer en masse, en tout cas librement, en tout cas sur le territoire européen ou français. C'est aussi 2011, c'est aussi le moment, moi je m'en souviens très bien, où l'UMP de l'époque avait commencé à préparer les esprits, ça les gens ont oublié, préparer les esprits au mariage homosexuel. Ça c'était déjà sous Sarkozy. Et plein d'autres choses comme ça. Donc vous voyez un petit peu la fraude que c'était. Sans parler de l'identité, il y a juste eu le fameux ministère d'identité qui avait été créé, mais voilà, c'était une pompe à fric comme une autre, mais Sarkozy, c'était aussi le candidat qui avait déclaré quelque chose comme nous irons vers le nouvel ordre mondial et rien ne pourra nous en empêcher ou rien ne pourra s'y opposer. Le métissage, c'est une espèce, compris évidemment comme métissage inorganique et multiculturaliste, c'est une chance, ou je sais plus, il avait sorti des trucs comme ça, donc voilà, voici ce que c'était le soi-disant candidat de l'ordre et de la droite dure. Donc les gens ont préféré voter pour ça plutôt que pour Jean-Marie Le Pen. Alors après, si on revient sur le mandat de François Hollande, sous le mandat de François Hollande, il y a eu divers attentats terroristes. La plupart d'entre eux sont passés sous son mandat, à part celui de Mera, je crois que c'était encore sous Sarkozy. Et donc ces attentats, c'est vrai qu'ils ont permis un petit peu au gouvernement Hollande, ou en tout cas ils ont forcé le régime à adopter une position un petit peu ambivalente sur la question islamique, puisque François Hollande en fait, a navigué en fait, entre le discours de gauche, multiculturel, inclusiviste. Il a utilisé ce discours-là, enfin c'était le discours de gauche de base, mais il a aussi dû un petit peu jouer sur le côté discours d'unité et de réaction républicaine face au péril communautariste, donc avec avec Manuel Valls et ses envolées Cazeneuve, avec leurs envolées laïcistes de francs-maçons. Bon, le problème, c'est que c'était un discours assez peu lisible, puis il faut se rappeler que François Hollande, c'était un petit peu un candidat par défaut, c'est quelqu'un qui a été un petit peu été élu, si vous voulez, par erreur quasiment. Et donc ce discours, il a été peu lisible, et bizarrement, mais aussi logiquement, ce discours-là, en tout cas ces événements aussi, bien sûr, cette suite d'attentats, et aussi tout ce qui se passait au-delà de ça dans la société, ça a aussi beaucoup contribué à conscientiser une partie de l'électorat régimiste. Je vais vous donner juste une anecdote, je me souviens que, alors à l'époque, je ne sais plus si c'était 2017 ou je ne sais plus quand, j'avais bossé avec un mec. Le gars, c'était un mec qui avait 19 ans ou 20 ans, un truc comme ça, il était plus jeune que moi. Et je me souviens que c'était un mec c'était un mec qui venait vraiment d'une famille de bons bourgeois du centre-ville, bourgeois de gauche, les deux parents profs d'université, enfin vous voyez le genre de schéma. Et je me souviens avoir discuté avec lui, alors on parlait, en discutant comme ça, on parlait un petit peu politique, donc moi je lui disais, je suis plutôt un mec de droite, même de très à droite. Et lui, il me disait, moi, je suis de gauche et tout ça, mais c'était bizarre parce qu'en même temps, il me disait qu'il avait été très marqué, en fait, par les attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, tout ça. Et en fait, son but, c'est qu'il voulait faire carrière, en fait, alors soit dans la gendarmerie, soit dans la police, soit dans l'armée. Et sa raison, c'était justement ça, c'était par rapport aux attentats. Donc le mec, qui restait de gauche, il restait une espèce de golem régimiste, mais il s'était conscientisé, presque contre son gré, à cause justement de ce réel. Ça m'avait beaucoup marqué et ça m'avait un petit peu fait comprendre à l'époque, effectivement, qu'il y avait eu cette espèce de tournant dans une partie de cet électorat régimiste, peu importe qu'il soit de centre-droit ou de centre-gauche, peu importe, mais on voit que c'est un phénomène qui continue jusqu'à aujourd'hui, pour d'autres raisons un petit peu analogues. Alors le gouvernement Macron, il a usé un petit peu des mêmes ficelles que le gouvernement Hollande, notamment, alors le gouvernement Macron, notamment avec sa fameuse loi, par exemple, sur le séparatisme. Il y a aussi eu, bien sûr, la présence de Darmanin comme ministre de l'Intérieur, qui était un petit peu la caution droitière du régime actuel. Donc le gouvernement Macron, ça a été aussi un peu ça sur ces questions-là.
donc d'un côté, on sait très bien que Macron, la réalité du régime, c'est un régime globaliste, évidemment antinational, européiste, inclusiviste, bien sûr LGBT, tout ce que vous voulez, complètement dégénéré, multiculturaliste, tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, c'est aussi un régime qui, a voulu forcément se faire, pour donner les signes en fait que pour donner des symboles, si vous voulez, en tout cas des signes que c'était malgré tout le parti de l'ordre en quelque sorte, le parti, donc le régime. C'était quoi la défense de l'ordre ? C'était de faire ses lois sur le séparatisme, de tenir des discours républicains entre guillemets. Moi, j'aime pas qualifier ces gens de républicains. Pour moi, c'est pas ça la vraie république, la vraie noble idée de république. Mais bref, dans leur esprit, voilà. Toute la logorée républicaine, le laïcisme, le droit au blasphème, défendre Mila contre les attaques de ces musulmans radicalisés, etc., etc. Donc en fait, Macron a suivi un petit peu la même tendance, c'est un petit peu la même recette à chaque fois. Donc une réalité du régime qui en fait est complètement destructrice de la société française, non seulement sur des points de vue naturels, mais aussi simplement sociétaux, etc. Et d'un autre côté, un discours, si vous voulez, qui de temps en temps, effectivement, se donne des parures d'ordre. Et on a vu un petit peu la même chose, même pendant la période du Covid. Là aussi, ils ont essayé aussi de se faire passer un petit peu pour un régime un petit peu autoritaire, pour un gouvernement autoritaire, parce que la situation est grave, etc. etc. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Là encore, il y a aussi eu des contradictions et puis aussi des apparences qui ne pouvaient pas tromper très longtemps. Bon, en tout cas, tout ceci, ça fait que l'électeur régimiste, il est sensible à ces questions, toutes celles que j'ai mentionnées, notamment immigration, insécurité, islamisation, déclassement social et économique, etc. Il est sensible à ces questions parce que ce sont des questions en fait ce sont des phénomènes réels en fait qui le touchent au bout d'un moment, un moment ou un autre de sa vie. Mais aussi, il est sensible à ces questions parce qu'il y a aussi un traitement intensif de ces phénomènes dans les médias. Et tout ceci fait qu'en 2022, en fait, une partie considérable de l'électorat régimiste, en fait, finalement, se retrouve en phase avec les thématiques centrales de la campagne d'Éric Zemmour. On pourrait aussi dire certaines thématiques, bien sûr, de Marine Le Pen, mais en tout cas, celui qui fait un peu sensation, la nouveauté aujourd'hui, l'anti-Macron en quelque sorte aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. C'est à lui qu'on pense quand on réfléchit, évidemment, à toutes ces thématiques, immigration, islamisation, insécurité, tout ça. Et donc ça prouve quelque part aussi que Éric Zemmour est perçu comme étant présidentiable, même inconsciemment, par une partie de cet électorat régimiste. Je dis bien une partie, pas tous. Alors comment expliquer ce sentiment d'acceptation actuel, donc d'un candidat qu'on présente a priori comme étant parfois d'extrême droite, ou en tout cas d'être assez dur, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment d'acceptation dans une partie de l'électorat régimiste, alors que 20 ans auparavant, on a vu au contraire un rejet et un mépris vraiment carabiné contre Jean-Marie Le Pen. Moi, je pense que ça s'explique notamment par le narratif médiatique, ou politico-médiatique. C'est-à-dire que, et là c'est pour ça que je parlais, si vous voulez, de réflexe inconscient dans cet électorat régimiste. Parce que Éric Zemmour, en fait, il a bénéficié d'une présence médiatique considérable dans les médias, en tant que chroniqueur, animateur, depuis une vingtaine d'années, sur RTL, sur Paris Première, sur tout ce que vous voulez. Vraiment une présence considérable dans les médias. Je veux dire, il n'a jamais été vraiment... il n'a jamais vraiment été viré. Il a toujours été, si vous voulez, présent vraiment dans des grosses émissions, en prime time. Des trucs qui marchaient à fond à chaque fois. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que inconsciemment, l'électorat régimiste perçoit Éric Zemmour comme étant quelqu'un qui a été validé par le régime, quelqu'un qui a été inséré, qui a toujours existé au sein du régime. Alors qu'à l'inverse, Jean-Marie Le Pen, et c'est vraiment malheureux, Jean-Marie Le Pen, alors que lui, il avait une vraie expérience politique, très longue, militaire en plus de ça, militante, contrairement à Zemmour, qui lui a toujours été journaliste, eh bien, Jean-Marie Le Pen, lui, il a toujours été calomnié, diabolisé à l'extrême, dans les mêmes médias, dans les mêmes publics, par les mêmes politiciens. Et il a toujours été présenté comme étant en dehors, vous savez, de l'arc républicain, qui est d'ailleurs une création, vous savez, communautaire, d'une certaine communauté que vous connaissez bien. Bon, alors,
certains me reprochent parfois d'exprimer trop souvent mon seum un petit peu nostalgique de ces années frontistes. Bon, alors que j'étais assez jeune quand même à l'époque. Mais bon, je suis désolé, mais voilà, pour moi ça passe pas, si vous voulez. Je ne pardonne pas, en tout cas j'ai du mal à pardonner effectivement aux Français qui ont mal voté en 2002 et en 2007. Alors, on nous dit souvent qu'aujourd'hui c'est la dernière chance, etc. Pour moi la dernière chance, bon, je pense qu'on a la France, vous savez, souvent on dit que la France elle est au bord du gouffre, elle est au bord de la falaise. Moi je pense en fait que la France elle est déjà tombée, si vous voulez, de la falaise. Justement il lui faut un miracle, là il faut un miracle si vous voulez pour qu'on la rattrape. Il faut une intervention divine pour qu'on la rattrape avant qu'elle s'écrase au sol ou qu'elle tombe dans la mer. Bon voilà, maintenant terminé pour mon seum, je passe à autre chose. Donc revenons à notre question. Donc tout ceci, si vous voulez, c'est le fait que, inconsciemment, une partie de l'électorat régimiste comprend qu'Éric Zemmour a été validé par le régime. Je ne veux pas dire par là que Éric Zemmour est un agent du régime ou qu'il y a un complot, je sais pas quoi. Là, ça, c'est des visions un peu simplistes, si vous voulez, que moi, je ne valide pas forcément. Mais je dis juste que, inconsciemment, Éric Zemmour a toujours été dans les petits papiers, on va dire, de ces grands groupes télévisuels, médiatiques, etc. Donc, inconsciemment, il fait, si vous voulez, il est intégré, en fait, finalement. Il est intégré, tout simplement, dans le régime. C'est comme ça, en tout cas, que le perçoivent, je pense, inconsciemment, une partie des électeurs régimistes. Et donc, ça explique pourquoi autant d'électeurs d'Emmanuel Macron, je pense, jugent aujourd'hui pertinentes, ou écoutent, et jugent pertinentes les propositions d'Éric Zemmour sur les questions d'immigration, de sécurité, etc. Donc ça démontre aussi déjà deux choses. Ça montre aussi le fonctionnement très pervers de cette démocratie libérale, hein, dont on nous vante tous les jours les mérites, etc. Alors qu'en fait, ce n'est rien d'autre qu'une espèce de plutocratie ou d'oligarchie occulte qui, voilà, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas une république même à proprement parler, hein, au sens originel du terme. Deuxième chose, ça montre également à quel point le contrôle du narratif général dans une société est absolument essentiel à l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, ce narratif, il est contrôlé à mauvais escient, bien sûr, par un régime qui est lui-même mauvais. Mais soyez bien sûr que si nous étions au pouvoir, eh bien, nous aussi, nous chercherions, bien sûr, à contrôler le narratif général dans les médias, la communication officielle de l'État, bien sûr. C'est absolument nécessaire, si vous voulez vraiment pas que votre société elle parte complètement en vrille, comme ça a été le cas sous Louis XVI, où il y avait aussi beaucoup de liberté, beaucoup trop de liberté par rapport à tous ces clubs littéraires qui diffusaient les idées de la Révolution. Donc c'est tout à fait normal qu'un régime doit se protéger par rapport à ça. Bien sûr, la question c'est de savoir si ce régime est fondé sur des vertus, des bonnes fondations, ou si c'est un régime intrinsèquement mauvais comme nous l'avons aujourd'hui. Alors d'ailleurs, ce sondage me rappelle une petite histoire personnelle. Alors en fait, ici à Strasbourg, nous avons un ami de la famille hein, que je connais depuis que je suis tout petit. Et lorsqu'il venait à la maison, il y avait toujours systématiquement un énorme débat politique qui se lançait. Ça durait pendant des heures, toute la nuit, des débats incroyables. Et ça depuis que je suis tout petit. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup formé, si vous voulez, je pense, dans mon intérêt en fait pour la politique. Parce que ça m'a toujours marqué, et ces débats, si vous voulez, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Hein. À chaque fois qu'on a un repas ou une occasion et que cet ami de la famille est là, il y a toujours un débat politique. Et qui peut parfois partir même de façon voilà, assez carabinée, quoi. Alors, j'ai une chose à dire par rapport à cet ami, que j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Mais son cas est intéressant. En fait, alors quand j'étais adolescent, bon, comme tous les adolescents, on a toujours une passade, un petit moment un petit peu bébête, donc moi, vers mes 14-15 ans, j'étais un peu débile, et j'étais convaincu, en fait, que, justement, cet ami-là, j'étais convaincu, en fait, qu'il était une espèce de réactionnaire d'extrême droite, parce qu'en fait, il était, dans ses opinions, il exprimait toujours une espèce d'opposition à l'égalitarisme, à l'immigration incontrôlée, à l'insécurité, tout ça. Et puis, en fait, avec le temps, moi, je me suis droitisé hein, rapidement. Voilà, encore une fois, le réel vous droitise rapidement, quoi qu'il en soit. Donc, vers mes 17-18 ans, voilà, je commençais à être très, très à droite, puis carrément à l'extrême, à l'ultra-droite, selon les perspectives, évidemment. Et donc, finalement, nos débats politiques lors des repas, des occasions comme ça, ils ont continué. Mais d'année en année, si vous voulez, je devenais de plus en plus radical, beaucoup plus radical que lui. Enfin, je pensais justement qu'il était très radical. Et en fait, un jour, je pense que c'était avant l'élection de 2007,
En fait, moi, je réfléchissais et je me demandais voilà, pour qui je pourrais voter, parce que j'avais le droit de voter. Et je pensais en fait à voter pour Jean-Marie Le Pen. Et ça, je me souviens, ça l'avait scandalisé, cet ami. Enfin, ça l'avait scandalisé. Ça l'avait un petit peu choqué. Et en fait, moi, j'étais très surpris de ça, parce que moi, je pensais qu'il avait depuis que j'étais enfant, je pensais qu'il avait des opinions très à droite. Je pensais qu'il serait d'accord, finalement, avec ces opinions-là. Donc, j'étais surpris. Je me disais, mais je pensais que tu étais contre l'immigration, tu étais contre l'insécurité, machin truc. Et en fait, je me suis rendu compte à cet instant-là, en 2007, que notre ami avait toute sa vie systématiquement voté pour les candidats du régime. Il avait voté Chirac, Balladur, Sarkozy, Macron. Alors, bien sûr, il a un côté, vous savez, centre-droit, alsacien. Donc, voilà, il n'a jamais aimé tout ce qui était socialo, donc je pense pas qu'il ait jamais voté pour Mitterrand ou pour Hollande. Il faut quand même pas exagérer. Mais voilà, pour lui, voter Le Pen, c'était hors de question. Ça lui semblait pas seulement scandaleux, mais en fait, ça lui semblait surtout inutile, et surtout, c'était pas sérieux, en fait. Et en fait, pour lui, je me souviens très bien, à l'époque, il me disait Le Pen, mais tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, c'est pas un vote raisonnable. Un vote raisonnable, à la limite, pourquoi t'as qu'à voter pour Ségolène Royal ou pour François Bayrou pour lui, dans son esprit, en fait, c'était plus sérieux, parce que, en fait, c'était des gens qu'on nous présentait comme ayant eu de l'expérience. Ils étaient validés, en fait, par le système. Bayrou, Ségolène, c'était des présidentiables, même s'ils ont des idées tordues, un peu débiles ou un peu folles, même s'ils sont absolument nuls politiquement, ils ont des idées politiques aberrantes. Eh bien, dans l'esprit de mon ami, ces gens-là étaient acceptables parce qu'ils étaient validés inconsciemment, ils savaient qu'ils étaient validés en fait par le régime, alors que Jean-Marie Le Pen, il était disqualifié d'avance. Alors que Jean-Marie Le Pen avait quasiment toutes ses idées à lui, enfin il était d'accord avec quasiment tout. Mais il n'était pas question de voter pour Jean-Marie Le Pen parce que c'était pas validé par le régime, je sais pas comment dire ça, la doxa. Il y avait aussi autre chose d'intéressant avec cet ami, c'est que malgré son exaspération, par exemple par rapport à une certaine immigration, qui remet en cause la sécurité des bonnes gens, qui remet en cause l'équilibre des comptes publics, ou les valeurs républicaines, etc. Bien malgré tout ça, je me souviens, et c'est le cas encore aujourd'hui, il gobait absolument toutes les couleuvres du narratif du régime. 11 septembre, invasion de l'Irak, au nom de la démocratie, hein, ça me fait rigoler parce qu'il est toujours en défense de la démocratie, c'est la valeur la plus... Voilà, lui, c'est vraiment un élève de Fukuyama, donc pour lui, il n'y a pas plus légitime, il n'y a pas plus parfait, si vous voulez, que la démocratie libérale. Donc voilà, toutes les couleuvres, tous les narratifs officiels du régime, 11 septembre, invasion de l'Irak, invasion de la Libye, l'européisme, hein, l'Union européenne, le Covid, voilà, pour lui tout ça, il y croyait dur comme fer. Parce que c'était comme ça. C'était comme ça, parce qu'il a entendu ça à la télé, parce que... voilà, bref. Parce que c'est la doxa, c'est l'opinion validée par le régime. Et il le faisait inconsciemment, c'est-à-dire même sans mauvaise intention, on ne sait pas qui... c'est comme ça, enfin je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, plus récemment, j'ai retrouvé cet ami, hein, il y a quelques 2-3 semaines, on s'est retrouvé dans un bon restaurant du Faubourg Nord de Strasbourg, je ne dirai pas l'adresse, et on en a profité, bien sûr, pour discuter, comme d'habitude, hein, discuter politique. Alors, il me lance évidemment dans une discussion, et le sujet du jour, évidemment, c'était l'Ukraine. Hein, c'était au moment où l'invasion russe en Ukraine commençait. Alors, évidemment, vous en doutez, il avait complètement adopté toute la propagande médiatique sur l'Ukraine. Hein. Il m'avait sorti, justement, à un moment donné... en fait, il s'était offusqué parce que j'avais adopté en fait, une attitude neutre sur le conflit. Parce que moi, j'essayais de dire, oui, mais attends, il faut essayer de comprendre les raisons de Poutine, tu vois, moi, j'essaie d'analyser ça de façon froide, etc. Il me disait, mais comment ça, de façon froide? Non, mais c'était un scandale, Poutine est un criminel, c'est un nouvel Hitler, puis c'est un communiste, puis ceci, puis cela, puis voilà, il menace la démocratie, mais c'est terrible, tu te rends pas compte. Et tout ça, il le dit vraiment sincèrement. Donc, et des fois, même encore aujourd'hui, je me dis parfois, mais est-ce qu'il cherche en fait à me provoquer ou à provoquer justement est-ce qu'il cherche à me lancer justement pour qu'on puisse discuter, ou est-ce qu'il est sérieux en fait? Mais il est sérieux en fait, de façon tout à fait naïve, il est sérieux dans ce qu'il dit. Donc bref, on discute de tout ça, bref, autour d'un bon verre de Riesling. Et puis là, donc on parle de tout à fait autre chose, donc on reparle des actualités alsaciennes. Et puis là, il revient à son discours tel que je l'ai entendu depuis que je suis gamin. Ah, mais tu sais, je crois qu'on parlait de je sais plus quel bled, à Bar, je sais pas si vous connaissez Bar.
Alors en fait, il y a deux localités en Alsace qu'on appelle Turgwiller. Il y a Bischwiller, bon, on appelle ça Turgwiller parce qu'il y a beaucoup de familles turques qui sont là-bas. Et il me disait, ah mais Bar, tu sais comment on appelle Bar maintenant, comment ça s'appelle Bar maintenant? Bah, on appelle ça Turgwiller. Parce que voilà, selon lui, il y a de plus en plus de familles turques qui s'installent là-bas, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles turques qui s'installent un petit peu partout à la campagne en Alsace. Bon, après c'est historique, mais je dirais que maintenant, voilà, il y a aussi, c'est vrai que c'est un peu ça qui est intéressant, et je pense que c'est un rapport justement avec ce que je disais par rapport au retour au réel d'un certain électorat régimiste. C'est que moi je le constate, c'est qu'aujourd'hui même dans des endroits assez reculés de l'Alsace, on voit de plus en plus d'une immigration, mais vraiment de tout genre. On voit des gens, je sais pas moi, qui viennent du Nigeria, des gens qui viennent... L'autre fois, on était allé visiter une maison là pour un prêtre de notre connaissance qui voulait acheter une maison au fin fond de la campagne, hein, vraiment dans les montagnes alsaciennes. Et c'était une famille, alors je sais plus exactement, géorgienne, ou je sais plus de d'où ils venaient exactement, ou tchétchène, j'en sais rien, mais vraiment au fin fond de l'Alsace. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein. Mais vraiment, des gens qui sortent de je sais pas où, des Afghans qu'on retrouve dans la forêt, dans l'outre-forêt, tout ça. Bon. Bref. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un rapport justement avec ce retour au réel d'un certain électorat régimiste et du fait que justement, maintenant, ils deviennent sensibles justement peut-être aux idées ou en tout cas aux thématiques d'Éric Zemmour. Alors, tout ça pour dire, en tout cas, bref, pour finir avec cette anecdote, tout ça pour dire que le public régimiste continue et continuera d'adopter le narratif du régime, dans les limites fixées par ce même narratif et par le même régime. Mais on a une fenêtre de tir qui s'ouvre aujourd'hui, c'est celle du réel immédiat, du réel actuel. C'est-à-dire, en fait, des effets les plus sensibles ou des plus visibles, hein, au choix, des effets les plus directs du déclin de la France. Et pour le golem de base, en tout cas celui qui s'ouvre un petit peu, qui se confronte au réel, ben, ce réel c'est quoi? C'est l'immigration massive, l'ensauvagement, l'islamisation. Non seulement parce que c'est, encore une fois, ça fait partie du réel qu'il peut percevoir maintenant, même dans des villages reculés, mais aussi parce que ce sont des thèmes, si vous voulez, qui sont devenus extrêmement récurrents dans les médias, de par peut-être le succès d'Éric Zemmour, de par aussi la récupération de certains de ces sujets occasionnellement par le régime, alors que le régime en est tout à fait responsable, mais il le récupère aussi pour se donner une image de parti de l'ordre, etc., etc. Et donc on est vraiment dans une configuration, je dirais, assez historique. Enfin, il y a pas mal de conditions qui sont réunies effectivement pour l'arrivée au pouvoir d'un candidat de droite nationale. Et je pense qu'en d'autres circonstances, je veux dire par là que si nous avions, nous, le parti catholique, nous avions plus de moyens, parce que c'est essentiellement une question de moyens financiers, si nous avions évidemment moins de concurrents, hein, qui eux, justement, contrairement à nous, sont massivement financés, soutenus par un appareil, un parti, comme Marine Le Pen, ou soit par des médias de masse, comme c'est le cas pour Éric Zemmour, si on était dans de telles conditions, je pense qu'un parti de type national catholique aurait largement, si vous voulez, de quoi capitaliser sur cette aubaine, au moins pour tenter une percée électorale. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais pour l'heure, justement, celui qui profite de ce momentum, eh bien, c'est le candidat Éric Zemmour. Et donc, une partie non négligeable de l'électorat régimiste voit en lui un candidat pertinent et raisonnable pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, pour ces raisons, moi, je fais le pari que Éric Zemmour sera probablement qualifié au second tour de l'élection présidentielle d'ici quelques jours, et que s'il se retrouve face à Emmanuel Macron, là, je suis certain qu'il n'aura pas de difficulté à le battre, et donc à être élu président de la République. Et encore une fois, je le répète, hein, au cas où, vous le savez, je ne suis pas du tout zémouriste. J'essaie juste d'avoir en fait une analyse en fait froide et objective. Alors bien sûr, là je mentionne Éric Zemmour parce que selon moi c'est celui quand même qui a peut-être le plus qui est sur une dynamique forte. Il a aussi de ce côté un petit peu nouveau. Il y a quand même vraiment un phénomène de sensation autour de lui. Il a une communication extrêmement bonne. Les meetings qu'il fait sont très bien faits, il faut le dire. Hein, c'est très très bien fait. Il y a une énergie, il y a vraiment un engouement. Il y a aussi un vote caché. Hein. Je disais tout à l'heure que je ne crois pas trop dans les sondages actuels qui donnent Zemmour à 9 ou 10%.
Je n'y crois pas trop. Je pense que la réalité se trouve au moins plutôt dans les 15-16%, au minimum. Il y a beaucoup d'éditorialistes du Figaro ou d'autres qui parlent effectivement, qui reconnaissent qu'il y a sans doute un vote caché, pour diverses raisons, il y a un vote caché Zemmour. On se retrouve un petit peu dans la situation finalement comme en 2002, avant l'élection de 2002. Jean-Marie Le Pen était crédité à peine de 10 ou 11%, et on sait en fait que c'est lui qui s'est retrouvé au second tour, parce que Jospin, qui était prévu, voilà, tout le monde pensait que Jospin allait arriver au second tour, qu'il allait s'opposer, qu'il allait être face à Chirac, qu'il allait même être élu. Jospin n'a même pas passé le premier tour, hein. Il s'est effondré, je ne sais plus quel score il a fait, moins de 10%, et donc il a été balayé. Donc on se retrouve maintenant un peu dans la même configuration, sauf que ça profite à Zemmour. Et donc je pense que voilà, il est certainement pas, en tout cas je pense pas qu'il soit à 9 ou 10%, je pense que c'est plus que ça. Après on verra bien, mais c'est en tout cas mon sentiment. Bien sûr là je parle de Zemmour, encore une fois c'est lui qui a la dynamique et le côté nouveau, sensationnel le plus fort. Mais bien sûr, il existe aussi une forte possibilité que Marine Le Pen passe au premier tour et qu'elle se retrouve face à Macron. Et je pense qu'elle a, par contre, au second tour, je pense qu'elle a beaucoup plus de chances de passer face à Macron que Zemmour. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que Zemmour a beaucoup de chances de passer au premier tour et de passer au second, mais avec peut-être plus de difficultés, alors que Marine, je pense que si elle se retrouve à Macron face au second tour, 2017 ne se reproduira pas. Déjà parce que je ne suis pas sûr que Macron voudra aller au débat. Macron, on en reparlera peut-être, mais il fait une campagne quand même assez bizarre. C'est même un petit peu une espèce de non-campagne. Mais je pense pas qu'on n'est plus du tout dans le même schéma que 2017. Pas seulement en matière, si vous voulez, de discours, d'apparence, de débat, machin truc, mais la configuration est très différente, ne serait-ce qu'au niveau des électorats. Bon. Donc moi, je pense pas que la débâcle de Marine de 2017 se reproduira. Si elle se retrouve au second tour, je pense qu'elle gagnera. Alors, il y a même une autre possibilité qui est peut-être encore plus folle, en tout cas qui est beaucoup moins probable à mon avis, mais il y a quand même une possibilité que Éric Zemmour et Marine Le Pen se retrouvent tous les deux qualifiés pour le second tour. Alors, ça paraît très improbable, hein, mais en fait, c'est une possibilité. Je vais expliquer pourquoi. C'est par rapport, en fait, aux chances de Macron qui, en fait, sont bien plus faibles que certains pouvaient le supposer il y a encore quelques temps. Bon, ça paraît être un scénario fou, mais avouez que, bon, même si, voilà, on n'a pas de candidat catholique, ok, on regrette que la pensée politique de Zemmour ou de Marine Le Pen soit quand même assez défaillante sur certains points, j'avoue quand même que moi, ça me ferait bien rigoler de voir un second tour Marine contre Zemmour, ce serait vraiment hilarant, parce que là, ce serait un tel cataclysme pour la Ve République, ce serait vraiment incroyable. Mais on va rester sur nos deux scénarios les plus plausibles. Et donc, en fait, comme je le disais, il y a encore assez peu de temps. J'entendais beaucoup de gens, notamment dans la nouvelle opinion publique, dans la droite dissidente, tout ça. J'entendais beaucoup de gens nous dire « Mais de toute façon, Macron, il sera élu, c'est plié d'avance. De toute façon, Zemmour, il est là pour faire gagner Marine, et puis Marine, elle va arriver au second tour, et puis elle est là, en fait, pour faire gagner Macron. C'est un complot, machin truc. » Voilà, toutes ces visions un petit peu complotistes, un peu débiles, et un petit peu superficielles, voilà. Et défaitistes aussi, fatalistes. En fait, moi, si vous voulez, déjà, pour moi, ce sont pas des approches pragmatiques. C'est pas sérieux, si vous voulez, comme analyse. Puis en plus de ça, en fait, même déjà, il y a quelques semaines, et même il y a plusieurs mois, j'étais pas du tout convaincu par ce scénario ou ces explications fatalistes. Je pense pas que Macron sera réélu. Déjà, je pense pas qu'il sera réélu président. Et je ne pense pas que... Je pense même pas, en fait, qu'il passera le premier tour de façon très, très aisée, en fait. S'il passe le premier tour. Je pense qu'il le passera le premier tour, mais je pense que ce sera pas du tout un landslide ou une espèce de victoire ou à l'aise, comme ça a été le cas un petit peu en 2017. Alors, pourquoi ? Déjà, au-delà de tout ce qui s'est passé durant son mandat, qui a été franchement l'un des plus calamiteux même pas de la 5e, mais de toutes les républiques issues de la Révolution. Il faut le faire quand même, faut quand même le faire. Depuis la répression sanglante des Gilets jaunes, jusqu'à la gestion scandaleuse et mensongère de la pandémie, faut voir qu'aujourd'hui, le candidat président Macron a cristallisé sur sa personne un phénomène de rejet populaire tout à fait extraordinaire, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs. Hein. Ça, on l'a vu quand même bien pendant les manifs contre le pass sanitaire. Mais en plus de ça, comme l'a très bien noté le très lucide et très brillant Pierre Gentillet, qui est un garçon vraiment très intelligent, eh bien, nous ne sommes plus dans la même configuration qu'en 2017. Aujourd'hui, vous avez une partie quand même non négligeable de l'électorat régimiste de Macron qui n'a plus confiance en lui.
une partie non négligeable. Pas tous, mais une partie quand même assez considérable. En fait, Macron, en 2017, il avait réussi à séduire par son côté nouveau, par son côté gendre idéal, un petit peu beau gosse, en se présentant aussi comme un espèce de candidat hors des partis, non politicien. On sait que c'était comme ça. Et donc aujourd'hui, en fait, Zemmour, c'est un petit peu l'anti-Macron. Hein. Zemmour joue aussi sur cette fibre de la nouveauté, hein, effectivement. Bon, sur le côté gendre idéal et beau gosse, bon, je ne veux pas faire de jugement de valeur, il en est conscient, il a son charme à lui, on va dire. Mais voilà, il se présente aussi un petit peu, et c'est vrai, du coup, pour le coup, c'est beaucoup plus vrai d'ailleurs que Macron. C'est vrai que Zemmour a ce côté non politicien, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans un parti politique, etc., etc. Donc ça peut être une force, je pense que ça sera une force pour Zemmour. Bon, le problème pour Macron, c'est que comme c'est souvent le cas, vous savez, avec ce genre d'individu, hein, le problème c'est que le charme, en fait, il s'estompe rapidement. En plus de ça, surtout quand il laisse place au vide, voire même plus qu'au vide, carrément au désastre, au désastre le plus palpable, si vous voulez, pour beaucoup de gens. Parce que si l'émotionnalisme autour de la crise ukrainienne s'est vite dissipé, il faut aussi voir que c'est tout simplement parce que les réalités économiques les plus intangibles, les plus directes, ont vraiment vite rattrapé les Français. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Franchement, l'enthousiasme un peu débile, enfin on a vu beaucoup de covidistes, et même pas que des covidistes, hein, mais les gens sont passés comme ça d'un narratif à l'autre en un claquement de doigts. En un week-end, hein, ils sont devenus pro-Zelensky, pro-Ukraine dans tous les sens. Parce que c'était un phénomène émotionnel, hein, il y avait une telle propagande, les images, enfin le schéma habituel. Mais le truc, c'est que derrière, beaucoup de gens ont vite déchanté, puisqu'ils ont vu à la pompe, très rapidement, les prix augmentent. Déjà, il y avait l'inflation qui était déjà assez galopante depuis quelques mois, mais là, avec le retour de bâton, si vous voulez, des soi-disant sanctions contre la Russie, Poutine s'est défendu, et là, pour le coup, ce sont les Français qui trinquent. Et donc, ce réel les a vite rattrapés. Et donc, finalement, cette histoire sur l'Ukraine, finalement, on a autre chose à penser. Hein. C'est bien beau les Ukrainiens, mais nous, on est en train de crever la gueule ouverte. Et donc, il est fort probable, en fait, qu'une bonne partie, en fait, des classes moyennes supérieures, et même pas seulement supérieures d'ailleurs, une bonne partie de ces classes moyennes qui typiquement avaient voté Macron au second tour en 2017, je pense qu'une bonne partie d'entre elles ont un petit peu retrouvé leur sens. Ils ont été confrontés pendant ces dernières années à la menace du déclassement socio-économique, et même voire carrément au déclassement socio-économique. Notamment, je pense, chez des classes peut-être un peu plus âgées, hein, les fameux boomers, même si j'aime pas trop ce terme. Mais le problème, c'est que Macron, à l'heure actuelle, il est plus en mesure de défendre sérieusement son bilan après un tel mandat. Je veux dire, c'est très difficile vraiment de le défendre, en tout cas sérieusement. Hein. Bien sûr, on peut défendre par des belles paroles, par des belles images, mais concrètement, le réel est là. Le réel est là pour beaucoup de gens. Après, il y a des gens, bien sûr, qui échapperaient au réel ou qui ont les moyens d'y échapper, mais c'est le cas pour de moins en moins de gens. Il faut voir encore une chose, c'est que le parti LREM et toute la campagne macroniste de 2017, souvenez-vous, c'était quand même des phénomènes complètement synthétiques. Le parti LREM, c'est une création quasiment publicitaire, hein, du jour au lendemain, comme ça on a bricolé un petit peu avec les centristes, des transfuges du PS, des transfuges de l'UMP, enfin des républicains. Et puis on a fait cette espèce... Et puis en plus de ça, on a aussi attiré des opportunistes de tout genre, avec aussi des personnages un petit peu loufoques, comme il s'appelle, le député Son. Il y a aussi... voilà, il y a eu plusieurs quand même des personnages assez intéressants qui ont été élus dans LREM, alors que manifestement ils n'ont pas du tout les idées du régime. Bon, mais tout ça pour dire que voilà, c'était un phénomène complètement synthétique. Hein, souvenez-vous, l'engouement qu'il y a eu à l'époque était quand même... Alors, il y avait un engouement, si vous voulez, organique, dans le sens où il y avait beaucoup de gens qui ont été convaincus, mais souvent c'était des gens, souvenez-vous des vidéos de Vincent Lapierre à l'époque, les gens qui allaient dans les meetings, c'était des gens qui ne savaient même pas en fait ce que Macron disait, mais c'est ce que je vous disais, c'est que l'électorat régimiste ne réfléchit pas, il n'a pas vraiment de conscience politique profonde, il ne cherche pas à réfléchir au-delà que le produit qu'on lui propose, en fait. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un des problèmes aussi de la démocratie libérale. Hein. Bon. Donc, il y avait ce côté synthétique, mais aujourd'hui, il suffit de voir les photos
qu'on voit sur Twitter de temps en temps, les jeunes avec Macron de Poitou-Charentes, les jeunes avec Macron de je ne sais pas quelle région. Quand vous voyez la gueule des jeunes, il n'y a aucun jeune dans leur bande. Ce sont tous des gens qui ont plus de 40, 50, 60 ans, donc des vieux ou des boomers quasiment. Et donc voilà, il n'y a plus de jeunes avec Macron en fait, il n'y a plus personne avec Macron. Regardez les salles de meeting, là, j'ai vu cette semaine, je ne sais pas si c'était hier ou en tout cas voilà, ou lundi, je ne sais pas, mais à Nice, je crois que c'était à Nice, oui c'est ça, il y avait un meeting qui devait se tenir avec Macron, et en fait Macron ne s'est pas présenté, il n'est pas venu. Finalement, il a choisi en fait de faire une retransmission sur un écran, donc il parlait aux gens qui étaient dans la salle, mais même dans la salle, il y avait quasiment personne. Il y avait très peu de gens. Quand vous voyez les meetings d'Éric Zemmour, ce sont vraiment des réussites, hein. Encore une fois, objectivement, ce sont des réussites. On voit que l'engouement est là, si vous voulez, donc c'est prenant, c'est très bien réalisé, il y a de l'émotion, tout ça. Mais vous voyez aujourd'hui, les meetings de Macron, ce ne sont même pas des meetings. Le gars ne vient même pas. Et, les gens, les 4 tondus et les 2 pelés qui sont dans la salle, c'est qui ? Il y a 2-3 boomers de centre-gauche, parce que ceux de centre-droit, de toute façon, la plupart d'entre eux, maintenant, ils y croient plus à Macron. Vous avez les habituels clients ou opportunistes, communautaires. Vous avez des gens qui pensent pouvoir gratter 2-3 trucs à Macron, parce qu'ils ils pensent que Macron va leur donner de l'argent, ou je sais pas quoi. Bon. Puis vous avez aussi quelques femmes, évidemment, bon, c'est pas pour être misogyne, mais quelques écervelés, quelques idiotes qui sont encore derrière Macron, je sais pas pourquoi, bon. Voilà, mais c'est tout. Mais sinon, il n'y a personne, il n'y a plus personne autour de Macron. Enfin, en tout cas, en termes de phénomène, il n'y a plus de phénomène populaire. Hein. Ça ne prend plus. Tout ça, c'était synthétique en 2017. Et donc ça va se traduire aussi dans le vote. Il ne faut pas croire, hein, ça va se traduire dans le vote. Bon, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a surtout 2 paramètres là qui commencent vraiment à monter, hein, qui pour moi sont des paramètres absolument cruciaux. Je pense que les 2 récentes affaires, McKinsey et le Rothschild Gate, qui tombent vraiment à point nommé, hein. Là on est à quoi ? 10 jours, 12 jours de l'élection du premier tour. Je pense que ces 2 affaires sont en capacité de littéralement ruiner complètement la campagne de Macron. Là ça commence à peine, pourtant ce sont des dossiers qu'on a déjà depuis plusieurs semaines, hein. Mais là ça commence à sortir. En fait, voilà, on a ici affaire à des scandales absolument explosifs et massifs. On ne parle pas de petites affaires montées, des affaires à 2 balles, entre guillemets, hein, comme à l'époque l'affaire Fillon, des trucs comme ça. Non, là on a affaire, si vous voulez, à des scandales massifs au sommet de l'État. On a affaire à des systèmes de corruption systémique. Donc d'un côté, on a l'affaire McKinsey, qui illustre de façon hallucinante un cas de corruption étatique et gouvernementale massif, dans lequel un cabinet mondialiste américain, rémunéré à hauteur de centaines de millions d'euros pour produire notamment des PowerPoint dont l'objet est principalement en fait de piller la France, hein, et d'opprimer les Français en plus de ça, alors que ce cabinet McKinsey était autorisé depuis 10 ans à ne pas payer d'impôts en France. Et je dis bien autorisé par la mafia du régime, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Il y a nécessairement, non pas des copinages ou une tolérance, cette espèce de vocabulaire, ces éléments de langage qu'on emploie dans les médias mainstream pour dissimuler le vrai mot de corruption systémique. Il y a des gens, un réseau, au sommet de l'État ou dans le gouvernement, dans la haute administration, je ne sais pas, qui a autorisé, par un pacte occulte manifestement, qui a autorisé ce cabinet à ne pas payer d'impôts ou à ne pas être inquiété par les services fiscaux depuis 10 ans en France. Il n'y a pas d'autre explication, c'est impossible. Vous n'allez pas me dire qu'un cabinet d'une taille aussi importante, de taille mondiale, hein, un cabinet comme McKinsey, c'est un énorme cabinet, vous n'allez pas me dire qu'une boîte pareille a pu échapper à la surveillance des services fiscaux depuis 10 ans, alors que vous avez des gens, des entrepreneurs, ou même des auteurs, ou des gens qui font du business dans la dissidence, par exemple, hein, qui, eux, on leur déclenche des contrôles fiscaux très rapidement, hein, ça traîne pas. Un petit coup de fil, et hop, contrôle fiscal, et on vous balance des amendes à je sais pas combien, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, pour, soi-disant... Enfin bref.
Donc cette histoire ne tient pas la route. Il y a eu une autorisation par l'État, par le gouvernement, par qui sais-je. Il n'y a pas d'autre explication, c'est impossible. Donc nous avons affaire à une affaire de corruption systémique. Ce n'est pas du copinage, ce ne sont pas des tolérances, non, c'est de la corruption. Et cette affaire-là, elle doit absolument exploser au maximum. D'un autre côté, on a une autre affaire qui est tout aussi grave, mais qui cette fois-ci touche surtout le candidat Emmanuel Macron, puisque donc c'est une enquête qui, pour le moment, n'est encore qu'une enquête journalistique, mais très sérieuse. Une enquête très sérieuse, qui indique ce que nous savions déjà, on le sait déjà depuis plusieurs semaines, que le patrimoine déclaré en France par Emmanuel Macron ne correspond manifestement pas à sa fortune réelle, au vu des rémunérations qu'il a touchées, notamment de la part de la banque Rothschild, au cours des années 2010. Là, actuellement, Macron, donc comme tout homme politique, et notamment plus encore comme président, doit déclarer au peuple son patrimoine. Que possède-t-il ? Combien d'argent possède-t-il ? Quelle est sa fortune ? Quelles sont ses possessions ? Eh bien, son patrimoine déclaré aujourd'hui est à peu près dans l'ordre des 550 000 euros, quelque chose comme ça. Alors que Emmanuel Macron a reçu des émoluments au cours des années 2010 à hauteur de 2 millions, 3 millions d'euros. Et pas qu'une fois, à mon avis. Donc c'est impossible, c'est ridicule de penser que cet homme-là n'aurait aujourd'hui qu'une maison bizarre. Là, je vous renvoie ici à une vidéo qui avait... je crois que c'était le Courrier des Stratèges qui avait sorti une vidéo très intéressante là-dessus, et sans doute un dossier. Il y a déjà quelques semaines, cette affaire-là, on la connaît depuis longtemps. Sauf que là, ça sort. Ça commence à sortir, c'est sorti dans l'Humanité, etc., etc. Donc ça sortira aussi dans d'autres journaux. On voit que Libération aussi commence à être obligé en fait de parler de l'affaire McKinsey. Et ça, c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que les médias, aujourd'hui, mainstream, j'entends, vont être forcés, si vous voulez, de parler de ces affaires. Et d'en parler, là, continuellement dans les prochains jours. Ils ne peuvent pas passer à côté, ils ne peuvent plus passer à côté. C'est impossible. Et ça va dramatiquement toucher la campagne d'Emmanuel Macron. Et là, encore une fois, je ne parle même pas... Là, je parle juste des affaires McKinsey et Rothschild. On ne parle même pas ici du pacte de corruption autour du sabordage d'Alstom. Donc là, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous voulez, il faudrait vraiment être naïf et complètement stupide pour penser que l'affaire McKinsey, c'est juste une affaire exceptionnelle comme ça. Non, c'est un système. Il y a des dizaines de cas qu'on ne connaît pas, des cas de corruption systémique qui existent dans le régime actuel. Et là, c'est Macron qui va tout prendre, c'est bien fait pour lui, mais ce genre d'histoire, ce genre de pratiques de réseau, de corruption systémique, ce sont des choses qui sont intrinsèques à ce régime. Et ça dure depuis des décennies, mais on pourrait remonter très loin, vous savez, on pourrait remonter à l'affaire de Panama, à Stavinsky, donc toutes ces affaires qui justement ont défrayé la chronique dans les années 10, dans les années 30. Mais voilà, là on a une énième affaire, si vous voulez, de corruption systémique. C'est comme ça que fonctionne ce régime. C'est un régime qui est foncièrement mauvais. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y aura quand même lieu de s'inquiéter, parce que là ça demande quand même, ça demande justice. Mais plus que justice, en fait. C'est même une question, si vous voulez, pragmatique. Il y aura vraiment lieu de s'inquiéter si Marine ou Zemmour passe au présidentiel, et s'il ne déclenche pas immédiatement une procédure massive pour arrêter, pour juger et purger tous ces gens, tous ces corrompus, tous ceux qui sont responsables en fait de ces crimes de haute trahison, de tous ces pactes de corruption, il faudra vraiment s'inquiéter. En fait, c'est juste une question pragmatique. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas continuer, si vous voulez, enfin, je veux dire par là que un candidat de droite nationale, peu importe, fût-il, si vous voulez, aussi critiquable que Zemmour ou Marine, peu importe. Si on veut, par exemple, dans une optique un petit peu, peut-être machiavélienne, on se dit, bon, ok, Zemmour, Marine vont passer, ok, ils sont pas du tout parfaits, très loin d'être parfaits, mais ça va peut-être nous permettre de prévoir l'avenir et d'installer petit à petit des gouvernements de plus en plus catholiques, de plus en plus nationaux, etc. etc. On peut voir les choses comme ça, hein. Certains voient les choses comme ça. Mais le problème, c'est que si vous ne procédez pas à une purge, et je dis bien une purge, de toute cette mafia d'État, qu'on pourrait qualifier en fait d'État profond, hein. C'est ça l'État profond français, hein. C'est pas des complots extraordinaires, non, ce sont tout simplement des réseaux
mafieux, appelez ça comme vous voulez, des réseaux de connivence, des réseaux de corruption, alors qu'ils passent, encore une fois, par des réseaux, par des lobbies, par des groupes d'amis, des groupes d'intérêts, et par des loges aussi, sans doute, même probablement. C'est ça l'État profond. Et tous ces gens-là, si vous ne les purgez pas, si vous voulez, vous ne pourrez pas durer, vous ne pourrez pas installer une continuité enfin, vous ne pourrez pas installer, tout simplement, faire perdurer un régime, même en restant dans le cadre actuel des présidentielles, du quinquennat, que sais-je. Vous ne pourrez pas assurer vraiment une transition, par exemple, pour le futur, et vraiment envisager une restauration, si vous voulez, d'une France catholique, souveraine, ou ce que vous voulez, si vous ne purgez pas tous ces éléments, le moindre de ces éléments, hors de l'appareil d'État, de la haute administration, etc., etc. Ce sera impossible. Donc, il faudra vraiment voir et surveiller bien Marine ou Zemmour s'ils passent au présidentiel. Ils ont intérêt à faire ce qu'il faut, si vous voulez, parce que le régime n'hésite pas, si vous voulez, à déclencher des histoires, des affaires, ou les réseaux du régime. Ils n'hésitent pas à déclencher des affaires contre Fillon, contre Sarkozy, voilà, quand ça les arrange, entre eux, si vous voulez, Strauss-Kahn, tout ça. Ça, ce sont des affaires, certes, ce sont des gens, effectivement, certes, les Strauss-Kahn, les Sarkozy, ces gens-là, ce sont des corrompus, ce sont des crapules, évidemment, mais ne croyez pas que ces affaires, elles sortent pour rien, ou par hasard, ou que sais-je. Ces gens se tirent aussi dans les pattes. Donc là, on a peut-être aussi une fenêtre de tir qui s'ouvre. Peut-être que ce sont des affaires aussi qui sortent parce que vous avez des différentes parties de tendance du régime qui essayent de se tirer dans les pattes. Bon, il faut en profiter. Mais il faudra en profiter vraiment pour purger, à un moment donné, tous ces gens. Donc, peu importe, en tout cas, on n'est pas encore là, manifestement. En tout cas, pour terminer cette vidéo, moi, mon pari, vous le savez maintenant, c'est que, notamment, je pense que si ces affaires-là font suffisamment de bruit, tellement de bruit, en fait, qu'une partie de la presse mainstream sera forcée de s'en emparer, et c'est déjà le cas, là, la presse commence déjà, elle est forcée à s'en emparer, c'est trop gros, si vous voulez, on ne peut pas passer à côté de ça, ce sont des affaires d'État, c'est impossible. Et donc, je pense que si ça continue à monter, là, dans les prochains jours, en fait, ce sera possible, en fait, et même probable, que Macron ne parvienne même pas à franchir la barre des 20% au premier tour, tellement il aura été éclaboussé par ces affaires-là. Parce que là, c'est même plus des éclaboussures, hein. Là, il est en plein dedans. Là, il baigne dedans jusqu'au cou. Il y est. Hein. Donc, à moins vraiment d'une propagande, d'une connivence incroyable de tous les médias mainstream, et il faut aussi savoir que, vous savez, tous les médias ne sont pas à la botte du régime Macron. Il y en a qui ce sont des médias du régime, entre guillemets, mais qui sont contrôlés par diverses tendances du régime, par différents oligarques, qui n'ont pas forcément intérêt, si vous voulez, à laisser Macron se sortir de ce mauvais pas. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, même si nous, les catholiques, n'avons pas vraiment de candidat aujourd'hui pour nous, clairement, on n'en a pas, mais voilà, c'est pas grave. Ce qui est certain, c'est que les derniers jours de cette campagne, je pense, risquent d'être vraiment rocambolesques, extrêmement rocambolesques, très riches en surprises. Donc, même si on n'a pas de candidat, même si nous dansons ou nous nous amusons sur des braises ou dans une maison en feu, eh bien au moins on s'amuse. En tout cas, on va bien s'amuser, je pense. Et surtout, si on s'amuse au détriment de Macron, ce sera encore plus agréable. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Moi, ma petite analyse à quelques jours de l'élection. Et d'ici là, écoutez, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, que sais-je. Que Dieu vous garde et à bientôt. Salut!